Bienvenue dans Scène Créole et bienvenue dans le magazine de la santé parce que pena non qui plus précieux qui ou la santé. Comment on connaît ou bien continuer nous la lutte pour faire que Covid-19 reculer, nous continue ben geste barrière, nous continue lave nous la main pendant au moins 40 secondes avec de l'eau et savon ou bien nous servir un sanitizer, nous garde distance physique entre nous et les autres d'immunes. Pas oublier les besoins plus qui mettent et bien sûr nous mettre nos masques et nous couvrir bien nos nez et nous la bouche et nous évite à dans la foule nous faire tout ce qui nous est capable pour qu'il nous vainque Covid. Aujourd'hui, dans notre émission, nous pour intéresser nous à une unité, une première à Maurice qui pour bientôt venir une réalité. C'est un soin qui aide ben patient pour soulager la douleur, soulager les symptômes qui sont capables de quand c'est une maladie grave. Aujourd'hui, on nous propose un soin palliatif avec nos deux invités. Nous plateau. On a tout d'abord avec nous le docteur Vicky Naga, qui est qui est médecin-chef à l'unité de soins palliatifs à la clinique Ferrière du Bon Secours. Bonjour docteur. Bonjour madame. Et puis, on a aussi avec nous Sophie Fuxé, ou cadre de santé, toujours à l'unité de soins palliatifs. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous pouvons justement qui était ça. C'est un mot qui nous tendait très souvent, mais là, à sa centre là, les pévines spécialisées dans sa ben soin là. Alors, nous pouvons avec nous ben invité, qui y était, comment il peut aider ben patient, et surtout la famille. Quand on est une famille qui est malade, il est important que nous ici nous là-dedans, hein, nous sentons, nous comprenons qui arrive nos familles. Donc, docteur, pour commencer, c'est quoi les soins palliatifs? Comment dire, donc, les soins palliatifs, c'est un soin qui nous apporté à des patients, ainsi que la famille, quand on doit faire face à une maladie grave, incurable. La philosophie des soins palliatifs, c'est nous prend le patient et sa famille dans la globalité. C'est-à-dire, nous traite les symptômes physiques comme la douleur, mais nous aussi aborde un soutien psychologique, spirituel, social, surtout en fin de vie. Alors, pourquoi une unité spécialisée dans sa ben soin là? Parce que nous connaissons qui, bon, ben, n'importe qui, l'hôpital, n'importe qui clinique, déjà peut prendre ben patient en charge, non? Mais dans cette unité-là, nous est spécialement adapté pour la prise en charge palliative. Donc, nous avons un premier étage que nous avons la possibilité d'accueillir 12 patients et un deuxième étage qui est dédié aux familles. Et nous avons une équipe pluridisciplinaire qui comprend donc infirmiers, infirmières, une psychologue dans l'équipe et aussi nous avons la participation des bénévoles. Alors, est-ce que c'est un département qui aide Indimoun pour guérir? Parce qu'il y a encore un petit peu flou, ne pas trop connaître. C'est pour la guérison, il y a un soin en plus, un soin qui peut déjà gagner, un traitement. Qui était exactement? Soins palliatifs, le but, c'est pas de guérir, malheureusement. Arriver à un stage de la maladie, comme un cancer par exemple, un cancer évolué ou une phase terminale, les soins palliatifs, c'est nous essayer apporter une meilleure qualité de vie. C'est-à-dire que nous faire le balance bénéfice-risque. Est-ce qu'un traitement est efficace? Est-ce qu'il apporte un effet bénéfique pour le patient ou non? Et si nous trouvons que ce traitement pas apporte aucun bénéfice, ben nous décider ensemble, en équipe, nous prenons la moins mauvaise décision et nous essayons d'améliorer la qualité de vie du patient, surtout au niveau des symptômes physiques comme la douleur, l'encombrement, l'anxiété. Et quand vous dites nous, la douleur, docteur, les cas, n'importe qui maladie, ben Indimoun gagne beaucoup de douleur. Donc là, il a directement vers, il a traité sa problème de douleur là. Effectivement, comme on peut dire, dans la plupart des cas, il y a une douleur physique qui nous est capable d'évaluer. Il y a une échelle d'évaluation de la douleur. Soit le patient lui-même est capable de décrire l'intensité de la douleur, soit dans certaines situations, le patient n'est pas capable de causer. Donc, l'équipe formée pour dépister la douleur, évaluer la douleur en fonction d'une échelle qui nous déjà fini de choisir. Et en fonction de cette échelle-là, cette intensité de la douleur-là, nous utilisons un médicament efficace.
Alors, un centre spécialisé en soins palliatifs, c'est une première à Maurice. Est-ce que c'est un ben, soin qui a des affaires de preuve? Il y a un pays, par exemple, que tu peux déjà faire lire. Bien sûr, soins palliatifs existent depuis de nombreuses années en Europe, aux États-Unis, etc. Et qu'à dire, donc, il y a un précurseur dans les soins palliatifs. Il y a Sissy Sanders, il y a Elisabeth Kubler-Ross qui est une pionnière de la prise en charge palliative. Et donc, nous inspirons, nous, de ce grand pionnier du soin palliatif pour faire ce qu'on a appris de faire dans les études de médecine, études d'infirmière aussi. Alors, justement, Sophie, on va venir vers vous. Donc, vous êtes cadre de santé. Tout à fait. Quel est votre rôle dans ce centre? Qu'est-ce que vous faites exactement? Écoutez, c'est vraiment la prise en charge globale, personnalisée pour chaque patient. Et si on veut que cette prise en charge soit vraiment adaptée à chacun des patients que nous allons recevoir, il faut que notre équipe puisse être la plus à l'écoute, la plus formée. Et donc, mon rôle, c'est de veiller vraiment à cette prise en charge, à ce que ça soit aussi bien des familles que du patient, qu'on puisse heure après heure, jour après jour, nuit après nuit, être là et avoir une qualité aussi bien de soins, mais de présence. C'est vraiment un savoir-être et un savoir-faire. Donc tout ça, ça s'apprend. Donc moi, vraiment, je suis là aussi bien pour la transmission que pour encadrer l'équipe. Alors, on dit que un malade, un patient, s'il est bien entouré, s'il a une certaine écoute, cette personne peut déjà, entre guillemets, se sentir mieux à 50%. Est-ce que c'est vrai ça? Alors c'est une belle croyance, c'est vrai que tout est très important. En fait, chaque personne, chaque histoire de vie est tellement différente que notre but, c'est d'être dans l'adaptation et dans la personnalisation. Donc, est-ce qu'en effet, une qualité de présence et un soulagement des symptômes fait qu'on arrive à soulager 99% des symptômes. Donc c'est vraiment cette prise en charge de qualité pour que ces derniers jours se déroulent le mieux possible. Tout à l'heure, docteur, vous disiez que ce n'est pas vraiment en fin de vie qu'Andy Moon vient dans un soin palliatif. Les cas Andy Moon qui, comme on peut dire, a une maladie grave, les vient là-bas et quel est le but même de ces soins-là? C'est qu'ils les ressortissent sans douleur, les retournent côté lit. Qui était ça? Comme on peut dire, donc, dans une maladie grave évolutive et terminale aussi, elle a un symptôme complexe. Par exemple, la douleur qui est difficile à gérer, surtout dans une phase évoluée et terminale. Il y a un symptôme comme difficulté pour respirer, encombrement bronchique, l'anxiété, la peur de l'évolution de la maladie, la peur de mourir. Donc tout ça, une complexité de symptômes-là fait que souvent, il est difficile pour prendre en charge à domicile. Et donc, c'est un des critères qui nous peuvent accueillir un patient dans l'unité. Donc, dis-moi capable est là, s'il une réussit, comment on dit, maîtrise ce douleur, les cas retournent côté lit après? Exactement. Si symptômes maîtrisés, le but, c'est pas de garder le patient-là indéfiniment dans l'unité. Le but, c'est dès que le moment qui un symptôme-là maîtrisé, il peut rentrer à la maison. Bien sûr, malheureusement, nous prenons aussi un décès dans l'unité. Alors, comment ça se passe, docteur Andy Moon? Les gens douleur, ils ont vécu dans soins, dans plutôt l'unité soins palliatifs. Donc, les vignes, et est-ce qu'ils mettent un programme, comment on peut dire ça, un programme pour tout le monde, ou bien les télomèdes? Comment ça peut passer ça? Nous prenons un critère d'admission. Ça veut dire quoi, critère Un d'admission? critère d'admission, c'est vous avez un fond de maladie évolutive potentiellement grave, terminale, mortelle. Donc, on a un critère bien défini qui nous peut mettre dans un formulaire d'entrée. Donc, on a donc dans un critère, c'est un cancer évolué, une insuffisance d'organes terminale, comme insuffisance cardiaque, rénale, hépatique terminale, sida des stades terminal, et complexité de symptômes, difficile à gérer au domicile,
mais toujours avec un fond de maladie évolutive. Et le mieux, c'est que le médecin référent fasse la demande pour une admission si, comme encore une fois, on me dit, si un symptôme-là difficile à gérer. Après, une deuxième mode où nous pouvons prendre une patient-là dans l'unité, c'est nous prenons aussi une équipe mobile. Donc, sur la sollicitation des médecins traitants, des médecins référents, des familles et des soignants, nous déplaçons-nous en binôme à domicile ou dans une structure hospitalière. Si nous sollicitons, nous venons, nous évaluer, nous prenons un point de vue médecin, un point de vue infirmier, nous croisons nos regards, nous évaluons les symptômes et nous faisons une proposition thérapeutique, mais nous pas substituer nous à l'équipe qui déjà prend en charge le patient-là. Nous faisons une proposition thérapeutique. Par exemple, nous allons dire dans telle situation, dans tel stage de la maladie, il vaut mieux stopper tel ou tel traitement, vaut mieux arrêter de diabète, par exemple. Alors que le patient a envie de manger, il est diabétique. Souvent, nous disons non, on n'a pas le droit de manger repas sucré. Mais arriver à un stage de la maladie, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas le contrôle du diabète à ce stage-là. C'est le contrôle de la qualité de vie. C'est proposer une alimentation plaisir. C'est-à-dire, le patient, il a un droit, mais on sait qu'il a envie. Parce qu'à ce stage de la maladie, le contrôle du diabète est plus nécessaire. Vous comprenez? Donc, nous faisons une proposition thérapeutique, nous évaluons aussi la douleur, nous faisons une proposition thérapeutique, et après, l'équipe référent, il prend une recommandation ou il juge, il vous reste dans ce traitement conventionnel. Alors, Sophie, j'ai écouté, enfin, en écoutant plutôt le docteur Naga, donc il dit que dans l'accompagnement de cette personne-là en fin de vie, c'est lui permettre de continuer de vivre ce qu'elle voudrait, peut-être manger quelque chose qui pourrait lui faire plaisir. Donc, vous serez là aussi pour veiller à ce que cette personne puisse avoir ces petits moments de bonheur. C'est ça, c'est tous les détails de la vie, tous les petits bonheurs qui font qu'on est en vie. Donc, il y a dans cette unité vraiment, tout est réfléchi, pensé pour. On a un chef pour avoir une alimentation vraiment plaisir. C'est pas les repas hospitaliers. Nous, en France, on a la désagréable impression de manger à l'hôpital de pas très bonne qualité. Donc là, on a vraiment mis l'accent sur une alimentation qui fait plaisir, où on retrouve des saveurs d'avant. Surtout d'autres moyens comme la balnéothérapie. On a une salle de bain. Bien sûr, chaque chambre est équipée d'une salle de bain individuelle, mais il y a en plus, au sein de l'unité, il y a une baignoire à remous. Et donc, ça permet aux personnes hospitalisées qui l'ont été, par exemple, depuis longtemps, souvent les gens qui ont une maladie grave ont une hospitalisation, ils sont mutés d'un service à un l'autre, ça prend du temps. Et donc, quand ils arrivent chez nous, qu'ils puissent avoir un bain, être plongés entièrement dans l'eau, c'est vraiment des moments qui sont importants, de ressentir son corps comme un élément de bien-être et plus comme de la douleur, parce que jusqu'à présent, c'était qu'un élément de douleur. C'est des moments qui sont importants aussi pour le bien-être. Donc, vous voyez, toutes les petites choses sont soignées. L'accompagnement de la famille, il n'y a pas d'heure de visite. On peut venir visiter son proche comme on veut. Et on peut venir dans la chambre et puis aller dans le salon des familles et revenir dans la chambre. Et comme ça, tout le monde est ensemble, mais en lien, en authenticité. C'est pas de la présence pour de la présence, c'est de la présence pour être en qualité. Donc, accompagner une personne en fin de vie, en toute dignité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, docteur. Donc, permettre à cette personne de vivre ces moments dans les plus petits détails, ne pas venir avec des soins qu'on connaît, enfin, des soins conventionnels, mais là, changer un petit peu la donne et lui donner le bonheur, enfin, je dis lui, donner à un homme ou à une femme, donner à cette personne le bonheur, juste peut-être parce que c'est important. Alors, enfin, une petite précision, soins palliatifs, ça ne veut pas dire arrêt des soins. C'est des soins actifs. Sauf que chaque soin qui nous administré
au patient, il y a un bénéfice pour le patient, pour sa qualité de vie. Donc, au bureau de nous, un soin palliatif, il n'est pas arrêt de traitement. Si dit là, allons dire, il peut prendre tel médicament. Non, il n'est pas arrêté ça. Il y a un plus au contraire. Il y a un bénéfice pour le patient. OK. S'il n'y a pas de bénéfice, si ce médicament occasionne que de effets secondaires, bien sûr, vous arrêtez. Bien sûr, vous arrêtez. Nous donnons un exemple simple, un traitement antihypertenseur, alors que le patient a sa tension toujours bas. Donc, c'est quoi l'utilité? Donc, nous suspendons. Ah, Vous comprenez? OK. Oui, et nos patients, ils ont certaines fois tellement de médicaments à prendre qu'ils n'ont plus faim. Et on préfère qu'ils mangent quelque chose qui leur fasse plaisir plutôt qu'ils avalent 2, 3, 4, 5 médicaments. Et qui c'est qui décide de ça, docteur? C'est vous? La discussion est collégiale, c'est-à-dire, le soignant apporte ce point de vue quand je fais un soin. Je peux dire, par exemple, docteur, là, dans ce cas-là, il est trop faible, ce tension trop bas, ce diabète ce district trop bas dans le sang. Nous discutons en équipe, mais la décision est toujours médicale. Bien sûr, balance bénéfice-risque, on prend en compte balance bénéfice-risque. Et si vous trouvez que le médicament-là, il donne que des effets secondaires, nous suspendons. Alors, je me rappelle qu'il y a une cause, une unité qui pouvait bientôt être une réalité ici dans Maurice. C'est l'unité qui pouvait dans la clinique Fayette de Bon Secours, dans Kiapip, pour une unité de soins palliatifs, spécialisés dans ce même soin-là. Donc, deux invités, l'ONU Plateau à Zozi, le docteur Vicky Naga, qui est médecin-chef dans cette unité-là, et puis Sophie Fuxé, qui cadre de santé, nous peut faire un petit peu plus connaissance de ce nouveau type de soins-là. Ce qui me propose le docteur et Sophie, nous faisons une petite pause musique et nous revenons tout de suite après pour la suite de notre émission ici, l'Ancienne Créole. Pas le sérum qui peut améliorer sa sensation de la bouche qui est sec. C'est soin de bouche. Soin de bouche, c'est nous prend un bâtonnet, nous prend une compresse, nous nettoie la bouche. Parce que le fait qu'il y ait de la bouche qui sent mauvais, c'est un cancer ORL, il est bien inconfortable pour le patient. Donc ça, c'est un soin qui ne nous pas arrêté, mais qui nous privilégie jusqu'au bout. Les patients aussi, ils ont une mycose, donc besoin traiter tout ça parce qu'il est inconfortable pour le patient. Oui. Voilà. Donc, et deuxièmement, alimentation artificielle, surtout par voie veineuse, les coupe la sensation de faim. Donc, si le patient a envie de manger, il besoin arrêter un traitement qui est inutile et nous privilégier, comme on dit, alimentation plaisir. Si le patient a envie de manger, à condition qu'il n'ait pas fait une fausse route. Ça aussi, c'est un symptôme qu'il besoin prendre en charge. Il n'est pas à digérer, docteur, non? Non, ça veut dire qu'il fausse route, veut dire que quand le patient a déglutit, au lieu d'aller dans le tube digestif, il est dans le poumon. Et qui a créé d'autres problèmes, comme infection et difficulté pour respirer. Donc, ça, l'équipe qui est là, vous pouvez à tout ça là. Bien sûr, nous pouvons à tout ça un symptôme-là, nous anticipe au maximum tout ça un symptôme-là. Et Sophie, vous, dans votre, dans votre équipe, puisque vous êtes cadre de santé, donc vous vous occuperez des infirmières et tout ce qui est soins aussi. Alors, on a parlé de soins multidisciplinaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Combien de soins vous allez donner aux patients? Est-ce que ce sera, comme on dit, un package? Comment ça marche? Alors, ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Vous voyez que pour être attentif à tout ce qu'a décrit le docteur Naga, il faut vraiment être en capacité d'évaluer et d'avoir un regard spécifique pour tous ces soins. Donc c'est pour ça que nos soignants sont formés. Et donc là maintenant, on va pouvoir vraiment être le plus proche de nos patients et avoir un regard le plus spécifique pour pouvoir détecter au plus près de ces symptômes, pour être à chaque fois dans une prise en soin la plus juste et la plus personnalisée possible. Donc, vous serez coordinatrice dans ce projet. Oui. Et vous êtes aussi palliatothérapeute. Tout à fait. C'est un mot qui est assez nouveau. Complexe, Oui. nouveau pour nous, ici à Maurice. Enfin, peut-être que
ça existe, mais on n'en parle pas tous les jours. Donc, c'est quoi exactement être palliatothérapeute? C'est une activité qui est vraiment dédiée aux familles pour la prise en charge justement des familles quand elles n'ont pas accès aux unités de soins palliatifs ou aux équipes mobiles de soins palliatifs pour pouvoir être accompagnées durant la fin de vie d'un proche et le deuil. Parce que ce sont des situations de vie qu'on endure, on n'est pas outillé pour, on ne sait pas, on n'est pas préparé, on n'en parle pas assez. Et donc, la palliatothérapeute vient donner des outils et avoir ce regard justement très spécifique pour ces étapes de fin de vie. Alors, quand je vous écoute parler, vous avez eu une expérience, vous avez travaillé en soins palliatifs à l'étranger. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un petit peu votre expérience? Oui, alors ça fait 18 ans que je suis formée en soins palliatifs, donc en effet, j'ai travaillé aussi bien à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris qu'à Barcelone. Dernièrement, j'étais plutôt vers Chamonix, dans la vallée près de Genève. Donc, vous voyez, oui, une expérience de nombreuses années en soins palliatifs. Et qu'est-ce que vous avez pu constater? Vous savez, c'est vraiment une spécificité qui est au niveau du grand public à faire découvrir parce que c'est important. On sera tous un jour amenés à mourir et donc de se poser des questions et de savoir parler de la fin de vie dès le plus jeune âge pour pouvoir le vivre au mieux, c'est important. Donc les soins palliatifs, c'est aussi, bien sûr, s'occuper des patients en fin de vie, mais aussi diffuser au niveau du grand public un regard plus serein et plus authentique autour de la fin de vie et du décès. D'accord. Donc, vous avez travaillé donc, en soins palliatifs pendant toutes ces années. Oui. Et cette expérience, vous l'amenez ici chez nous à Maurice. Dans le plaisir de partager, en effet. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous comptez justement partager avec les Mauriciens? Qu'est-ce que vous allez peut-être leur apporter de plus? Leur apporter de plus. Non, je crois que c'est vraiment... Vous savez, les soins palliatifs, c'est justement le travail en binôme. C'est-à-dire que, vous voyez, si aujourd'hui on vient à deux, c'est parce que pour vous montrer ce regard pluridisciplinaire. On n'a pas de protocole tout fait. On vient à la rencontre d'un patient, d'une famille. Quelle est votre histoire? Quelle est votre histoire avec la maladie? Qui êtes-vous en tant que personne malade? Vous n'êtes plus un malade, mais vous êtes une personne qui, certes, est malade, mais vous avez une histoire de vie. Et donc, c'est dans cette rencontre en authenticité qu'on vient entre médecin infirmière, mais ça peut être aussi médecin psychologue ou infirmière aide-soignante, infirmière psychologue. C'est tous ces binômes-là qui existent. Et vous voyez qu'on vient à la rencontre, à la découverte de cette famille-là. Et ça va être un accompagnement unique. D'accord. Chaque patient sera unique, bien sûr. Enfin, chaque patient est unique, on va le dire comme ça. On est bien d'accord. Alors, nous allons faire encore une pause musique et on va revenir justement pour parler un petit peu maintenant de cette équipe qui a été mise en place, docteur Vicky Naga. Vous pouvez expliquer-nous comment ça, l'équipe-là travaille ensemble pour le bien-être, parce que là, montagne, Sophie Pédiane Zaffaire, c'est pas remettre le patient en forme, parce qu'il bon, il est bon, hein, il est une super excellente nouvelle, ces patients-là, c'est quand même regagnent la forme qu'il était avant, mais c'est surtout pour ce bien-être. Donc, nous regardons ça avec tous les idées aujourd'hui dans le plateau. À nous faire une pause musique et nous revenons tout de suite après. Et nous de retour dans le plateau avec nos deux invités. Donc, nous parlons de soins palliatifs quand on a une famille qui est malade, quand on a un proche qui est gravement malade, une chose qui n'a pas pour envie de faire pour ça, nous pourrons remuer, comme on disait, à ciel et terre, pour que ça, là gagne une fin de vie le plus, je ne vais pas dire agréable, mais d'une dignité le plus possible, enfin, me les dire d'une dignité, la dignité la plus possible. Et ça, nous a fait
nous-mêmes, nous, personnellement, mais là, il y a l'équipe qui met en place pour aider Sadimoun-là, pour retrouver, pour ce bien-être, pour qu'il ait une fin de vie correcte. Et encore une fois, nous service à Moula, très souvent docteur, une fin de vie comme il se doit. Et au docteur, on choisit pour la discipline de soins palliatifs, alors qu'il y a tellement de disciplines qui font choisir soins palliatifs. Moi, je fais mon étude à Bordeaux, en France. Moi, je suis dans le milieu conventionnel, curatif, pendant des années. Moi, je suis médecin hospitalier. Et au cours de mon expérience professionnelle, j'ai découvert qu'il m'a pensé, j'ai besoin spécialisement de ce domaine-là. Parce que là, quand je travaille, nous n'avons aucune équipe de soins palliatifs, mais nous avons beaucoup de patients en soins palliatifs. Donc, dès ce moment-là, j'ai décidé, j'ai besoin de former moi, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire, utiliser un médicament efficace. Et tout naturellement, je suis dans ce domaine-là. Et après, tout récemment, en 2016, mon approchement à Maurice, mon ville de La Réunion, que on travaille dans une structure d'hospitalisation à domicile, que nous avons beaucoup de patients en soins palliatifs, mais chez eux, avec un environnement médicalisé. D'accord. Et tout naturellement, après mon retour de Maurice, c'était un souhait pour travailler dans cette première unité. D'accord. Donc, mettre vous aussi, votre expérience au service de Ben Mauricien, qui, pour bizarre, de toutes les façons, comme Sophie spécialiste, elle est là, à un moment ou un autre, passeport, ça l'étape là. Bien sûr, comme on décrit, il y a trois choses qu'il n'y a pas besoin d'oublier dans la prise en charge palliative. Le patient n'a pas besoin de gagner de douleur, il n'a pas besoin de se sentir abandonné et nous besoin de faire une chose qui a un sens pour le patient, dans l'optique d'améliorer sa qualité de vie. Et Sophie, j'ai vu aussi un mot qui m'a un petit peu, je ne vais pas dire surpris, c'est un mot qu'on n'entend pas vraiment, c'est le mot douceur quand un patient est malade. Être doux, lui offrir des services tout en douceur. Donc c'est important dans ce que vous faites, c'est-à-dire la palliatothérapie. Alors, au sein sur la famille, parce que vous voyez bien qu'un enfant de 12 ans, sa famille va lui survivre et donc il va falloir aussi travailler tout ce processus-là. Donc c'est vraiment une prise en charge, une prise en soin globale. Donc quand vous nous dites la famille, ils sont encore plus, on va dire, si le patient est malade, donc la famille, il y a tellement de choses qui se passent dans leur tête aussi. Il y a le chagrin, il y a l'anxiété. Donc, qui c'est qui va les écouter, là, docteur? C'est un psychologue? Est-ce que sa psychologue là amène, ça suppose qu'il est pour bizarre, qu'il a la famille pour besoin? Bien sûr, dans l'équipe, nous avons un psychologue, donc à la fois pour le patient et aussi pour les familles. Souvent, quand on peut dire une famille qui a beaucoup de tracas pour l'évolution de la maladie, je dis non, pas besoin de donner l'information au patient là. Il faut tracasser encore plus. Qui est un petit peu vrai, docteur. Hein? Ce qui est un peu vrai. Mais nous là, justement, pour accompagner le patient et la famille. Mais bien sûr, c'est le patient qui est au centre de la prise en charge. Okay? Le patient, il n'est pas un objet de soin, il est un sujet de soin. Il est bien capable de décider lui-même qu'il est souhaité pour sa fin de vie. Donc souvent, nous essayons devant nos patients, exprimer ce souhait et dire ce qu'il est souhaité et ce qu'il n'est pas souhaité. Et là, nous introduisons un nouveau concept, c'est la directive anticipée. C'est-à-dire le patient, il souhaite, il n'est pas souhaité. Il n'est pas souhaité, par exemple, faire dialyse. Il n'est pas souhaité une suppléance artificielle respiratoire. Mais tout ça, il est écrit à lui. Ça s'appelle directive anticipée, il est daté, il est signé. Et comme ça, nous sommes capables un support pour prendre une décision qui reste toujours médicale. Et ensuite, une autre notion qui nous pourrait introduire, c'est la notion de personne de confiance. Par exemple, patient il est capable, il a la possibilité de désigner une personne de confiance, pas forcément ses compagnes ou compagnons, mais il est capable d'un ami proche, en qui il a toute confiance, et il dit à cette personne-là, si arrive moi un moment où mon papa capable exprime moi,
Mais voilà ce qu'ils m'ont souhaité et voilà ce qu'ils ne m'ont pas souhaité. Et bien sûr, quand on a prendre une décision, le médecin pour essayer de guetter si tu as une directive anticipée, il pour guetter s'il y a une personne de confiance qui connaît le souhait du patient, il pour prendre ça en compte, mais seulement décision pour être toujours médicale. In fine. D'accord. Bien Voilà. sûr. Pour, Dans l'intérêt du patient, bien sûr. exactement, c'est ce qu'il me dit pour dire. Et il y a une autre affaire qui m'a trouvé, docteur, dans sa l'unité là, puis il y a aussi ben bénévole. Ou bien explique-nous ça, parce que nous, tout le temps, nous t'en dit, c'est docteur, c'est nurse, infirmier, mais bénévole, qui se pouvait faire dans l'unité pareil? Tout à fait. Donc, un nouveau concept pour Maurice, c'est nous pourrons gagner l'aide et le soutien de 14 bénévoles dans l'équipe qui forment partie de l'équipe. Les bénévoles, c'est un témoin de la société civile pour dire aux patients, à la patiente qui ne peut pas abandonner. Vous êtes pour là pour apporter une présence, une écoute pour le patient s'il le souhaite. Alors, ben bénévole qui, dans la santé, ça, c'est ben du monde qui nous choisit au pif. Comment ça s'est passé, ça? Alors, Sophie. c'est vraiment des bénévoles qui ont été formés, qui ont suivi une formation et qui, comme l'équipe soignante, a une supervision. C'est-à-dire que c'est un travail, comment on pourrait dire, vraiment une. C'est un aide qui nous peut Mm-mm. ensemble avec donc soignants et non soignants. Donc c'est pas bénévole, c'est pas soignant, mais c'est représentant de la société civile qui nous formait, comme Sophie dit, nous formé, c'est une fiche de poste, je peux savoir faire, savoir-être à respecter. Et si patient souhaite, qui par exemple, pour donner un exemple simple, patient a envie, quelqu'un fait la lecture. Mais bénévole là, c'est son rôle. Il vient dans la salle, il assise, il met le même niveau que le patient là, il demande au patient là qui est préféré. Et si nous sommes allés, ou si le patient est allé dans la salle, bénévole là, il peut faire la lecture au patient. Par exemple, c'est un temps de présence. Un temps de présence. Et accompagner la personne, Et lui apporter accompagner. plus de présence possible, c'est ça? S'il le souhaite, si le patient le souhaite, c'est vrai, c'est pas imposé, c'est à disposition. À disposition, et c'est aussi un témoignage pour remettre la fin de vie, la mort et le deuil au sein de la société. Parce qu'on est quand même dans des moments de vie où c'est des sujets qui sont compliqués. Et vous disiez tout à l'heure, Sophie, que la famille pourra visiter le patient à n'importe quel moment. Tout en respectant le protocole Voilà, nous sanitaire, sommes bien en sûr. restriction Oui, oui, sanitaire. oui, hein. oui, oui. Est-ce que vous allez quand même respecter les protocoles? Bien sûr. Donc, le respect des protocoles sanitaires, mais il y a une prise en compte des difficultés, des personnes qui peuvent travailler en même temps qu'accompagner un patient en fin de vie. Et donc, pouvoir avoir des heures plus flexibles de présence, c'est vraiment important. Dans cette idée de pouvoir prendre en charge les familles, certains patients nous expriment, du moins moi durant ma carrière, des patients m'ont exprimé le besoin de se marier par exemple, parce qu'ils n'avaient pas encore eu le temps. Et on organise un mariage dans l'unité de soins palliatifs. Vous voyez, c'est la vie, c'est toutes les... Ou une réunion de famille. Vous savez, on est heureux de se retrouver ensemble. Donc, toujours dans les mesures du protocole sanitaire, hein, on est bien d'accord. Mais tout est fait pour la prise en compte des besoins et de l'histoire de chacun des patients. C'est pour ça qu'on a des locaux très adaptés, avec un salon des familles, voilà, le jour où vous viendrez nous visiter sur place, vous verrez, c'est très, très adapté. Mais pour ajouter, donc, mariage et aussi anniversaire, par exemple, réunion de famille. Un patient c'est l'anniversaire de Carl Félix. Bien sûr, bien sûr. Et qui lui fait sa passion là, ça, quand, par exemple, il est malade, il est gravement malade, c'est l'anniversaire, est-ce que ça fait une différence quand vous célébrez sur l'anniversaire avec... Bien sûr, quand tu dis, patient, tu dis abandonné. Donc la vie continue. Soins palliatifs considère le patient comme un être vivant. Donc, tous les événements de la vie, jusqu'au décès, nous pouvons célébrer sous certaines conditions, les possibles.
Et moi juste rajouter qu'il dans le deuxième étage, donc il y a un coin famille et il y a aussi la salle que une famille proche capable de demander pour louer pour rester dans l'unité. Aussi, pour rester Aussi, avec votre patient, bien enfin, sûr. votre famille. Oui, bien sûr. Et docteur, un patient, quand il est malade, quand il est atteint d'une maladie grave, il est quand même assez repos, des fois il est fatigué. Est-ce qu'il peut aussi tenir en compte les besoins, comme on dit, elle est là, Sophie, c'est-à-dire, ces patients-là disent non, il n'est pas cave, il est fatigué, il est senti faible, il n'est pas cave, recevoir la famille, ce qui, eux, de décider ensemble avec lui, les sur mesure, ça? Les sur-mesures tailor-made, comme on dit, nous décident en fonction des souhaits du patient. S'il n'a pas envie prendre l'attention, ne pas prendre l'attention. Nous prenons dans une situation bien spécifique. Ne pas vous lever 6 heures du matin pour prendre un bain. Oui, C'est en fonction parce de votre que désir. oui, parce que ça arrive aussi quand on reste dans un hôpital, qui est tout à fait normal, bien prendre en compte l'hygiène corporelle. L'hygiène. Bien sûr, mais ne pas Hein? vous réveiller patient-là 6 heures du matin alors qu'il est bien détendu pour donner un bain. Donc, Nous pouvons faire aller quand le patient-là il a envie dans la journée. Donc, nous adaptons-nous à chaque situation et toujours pour qualité de vie et ce que le patient désire. donc c'est un qui elle est là, c'est une première à Maurice. Donc, les papous traditionnels, les papous conventionnels, les papous, comment dire, une checklist, comme on habitué, hein, nous connaissons les comme ça. Là, les vraiment aux besoins, surtout les pour meet, comme on dit en anglais, sa expectation que le patient est là par rapport à ce état de santé. Alors, docteur, nous arrive presque à la fin de l'émission, déjà. Alors, est-ce qui est capable de dire nous là, hein, pour terminer, qui nous capable faire pour mieux comprendre un dimoun qui est en fin de vie? La philosophie soins palliatifs, c'est nous considérer le patient comme un être vivant. Donc, avec ce croyance, ce crainte, et le processus de mort comme un processus naturel. Voilà. Donc, pour résumer, je vais dire ça. Et tout ce qui nous fait, besoin d'un sens pour le patient, il a un intérêt pour le patient. Le patient n'a pas besoin d'une douleur et il n'a pas besoin de se sentir abandonné. Et de sa passion-là, la famille aussi, faire La- face à la un situation moment grave. qui n'a pas, une situation grave, Oui. un moment qui, comme on nous dit dans le langage courant, que nous tous nous pouvons passe pas là. Exactement. Et Sophie, qu'est-ce que vous voulez nous dire pour terminer? Mais c'est un travail d'équipe qui est au quotidien. Nous-mêmes, on est suivis en supervision avec une psychologue extérieure pour travailler. L'équipe, vous voulez dire? Oui, Aussi. oui. Parce que nous-mêmes, nous sommes êtres humains et on s'attache, on travaille le lien. Vu qu'on est en toute authenticité, il faut travailler toutes ces relations humaines. Et donc, vous voyez, un travail avec le vivant au cœur de la vie. Parce que c'est vrai, quand le patient vient chez vous, il y a aussi cet attachement. Je pense que votre équipe, vous faites connaissance avec ce patient-là, ou avec la patiente, et vous vous attachez à elle ou à lui. Donc c'est important que vous aussi, vous ayez un peu de suivi, un peu d'écoute. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour terminer? Tout ce qu'il y a de meilleur, de beau et belle réussite à ce projet, Merci docteur. beaucoup. Hein, moi, espérer qu'il ben mauricien pour nombreux à vivre hein, dans sa unité-là, dans le sens qui ce cara profite hein, de sa bonne soin-là. Et merci à vous, docteur. Merci à vous, Sophie, d'être venue. Merci. Et encore une fois, tout ce qu'il y a de meilleur à vous deux et à l'équipe. Oui, merci. Merci. Alors, merci à vous qui nous suivent nous ici, Lausanne Créole. Mais rappelez-vous encore une fois, ben geste barrière, l'important pour nous lutter contre COVID-19. Nous devons continuer laver nous la main pendant au moins 40 secondes avec de l'eau et savon. Nous servons un sanitizer, sinon, le plus souvent possible. Nous mettons nos masques, pas oublier, nous couvrons bien nos nez et nous la bouche. Et bien sûr, nous continuons garde distance physique entre nous et les autres dimons. Et voilà, c'est ici qui me peut dire au revoir et me retrouve très bientôt pour un nouveau magazine.